Alors, l'objectif de cette semaine, c'est de vous présenter tout ce que nous, on a appris sur et la blockchain et la crypto-monnaie au cours de ces 8 derniers mois. Et on a décidé de présenter la crypto-monnaie et la blockchain, pas sous l'angle habituel de donner des définitions, pour la simple et bonne raison que vous avez plein de sites internet qu'on vous donnera demain. Demain, l'objectif, ce sera de parler un peu des différents sites, qu'est-ce que c'est qu'un exchange, enfin bref, les différents acteurs. Donc, il y a plein de sites, il y a plein de vidéos sur Internet qui peuvent vous apprendre en détail comment fonctionne concrètement la blockchain. Alors maintenant, je répondrai à toutes les questions qui me seront posées, mais le but de cette semaine, c'est plutôt de l'attaquer sous un autre angle qui a été déjà abordé sans doute, mais l'idée, c'est de le condenser dans une formation. C'est qu'est-ce que la blockchain et les technologies en fait de la blockchain vont changer dans notre manière de trader, dans notre manière d'investir et dans notre manière de générer des revenus. Donc, ce sera principalement le fil conducteur de cette semaine. Donc, l'idée, c'est en même temps d'apprendre et puis de voir quelques cas, des applications, ce qui se fait actuellement, les limites de ce qui se fait actuellement, les limites en termes de régulation, en termes de sécurité, en termes de morale. Parce que vous allez voir qu'avec la blockchain, on peut trader des êtres humains. Donc, voilà, l'idée, c'est que toute cette semaine, on va parler un peu de ça. On parlera bien évidemment de stratégie trading. Et pareil, sous l'angle de la blockchain et de la crypto, comment est-ce que la crypto peut nous apporter, enfin, quel type d'opportunité de trading peut nous apporter la crypto. Et puis, on terminera vendredi par une sorte de débat ouvert ou questions-réponses générales, où on essaiera de répondre aux questions qui ont pu vous turlupiner pendant toute la semaine. Alors, le cours d'aujourd'hui porte sur la définition d'une blockchain, d'un smart contract, d'un token et d'une crypto-monnaie. Comme ça nous permettra d'aborder du coup la semaine avec les bonnes bases et je vais essayer de simplifier au maximum pour que tout le monde ici puisse bien comprendre ce que c'est qu'une blockchain. Alors, une blockchain, il faudrait, pour que vous compreniez bien, que vous imaginiez un livre. C'est un livre dans lequel je vais écrire absolument tout ce qui se passe. Par exemple, je peux écrire combien d'argent j'ai donné à mon voisin. Je peux écrire aussi quel temps est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Je peux aussi écrire, par exemple, le dernier score du match PSG-Barça. Bref, c'est un livre dans lequel, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je décide de l'écrire et de le noter. Imaginez maintenant que j'ai un voisin. Je vis dans un immeuble, il y a mon voisin. Et lui aussi, il a un bouquin. Et lui aussi, il écrit tout ce qui se passe. Il écrit combien d'argent je lui ai donné. Lui aussi, il écrit quel temps il fait aujourd'hui. On a vraiment des vies passionnantes. Et il écrit également le score du dernier match PSG-Barça. Alors, il y a un petit problème, c'est que quand on confronte nos deux livres, on se rend compte que les deux bouquins ne racontent pas du tout la même histoire. Par exemple, moi, dans mon bouquin, comme à chaque fois j'écris combien je lui donne, il se trouve que dans mon livre, c'est marqué que je lui ai donné en tout 230 €. Alors que lui, dans son bouquin, il écrit à chaque fois combien je lui donne. Par contre, lui, il n'a écrit que 170 €. Dans mon livre, par exemple, à la météo, le 6 mars, j'ai marqué qu'il avait plu. Alors que lui, dans le sien, il a marqué non, mais c'était juste un temps couvert. Donc, le problème, c'est comment savoir qui a raison, qui a tort, où est la vérité. Et là, le problème, c'est que c'est ma parole contre la sienne. Alors du coup, pour départager, en général, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on fait appel à un juge, un arbitre, mais pour prévenir un problème justement où on a chacun une version différente, en général, on passe par ce qu'on appelle un tiers de confiance. Alors, le tiers de confiance, c'est celui qui va, à notre place, écrire les transactions, donc combien j'ai donné à un tel ou combien j'ai reçu, et qui va également écrire l'historique de la météo. Alors, si on reste dans l'exemple des transactions, par exemple, un tiers de confiance, c'est tout simplement une banque. Donc, c'est la banque qui, quand je fais un virement de tel compte à tel autre compte, c'est elle qui écrit dans son livre de compte. Alors, c'est très imagé, la banque n'écrit pas dans un livre de compte, et que vous comprenez bien. C'est la banque qui écrit, oui, il a donné à telle date, telle quantité d'argent à un tel. Et si à un moment donné, il y a un problème, qu'un tel pense que je lui ai envoyé que 170 sur le 230, il suffit tout simplement d'aller voir le tiers de confiance, c'est-à-dire la banque, donc de regarder les comptes bancaires, et de constater qui a raison ou qui a tort. Alors, il n'y a pas que les banques dans le tiers de confiance, il y a également PayPal, NetTeller, Western Union, bref, à chaque fois, en gros, qu'on passe simplement par ce qu'on appelle un intermédiaire.
Le tiers de confiance, en fait, son boulot, ça va être de centraliser tout ce qui se passe. Donc, c'est lui qui sauvegarde. Donc, le bouquin, en gros, sur lequel le tiers de confiance écrit tout ce qui se passe, c'est lui qui va le garder. C'est lui qui va vérifier que tout est OK et que tout est vrai dans le bouquin. C'est lui qui va valider toutes les informations. C'est ce qu'on appelle, en gros, un système centralisé. Donc, aujourd'hui, on vit dans un monde centralisé. La banque centralise la sauvegarde de toutes les transactions qui se sont passées sur votre compte. C'est sur les serveurs de la banque. Vérifie. C'est la banque qui valide vos virements. Alors, il y a plein d'autres exemples que la banque. Là, c'est juste que j'essaie d'appuyer le côté monétaire, puisque c'est le plus simple à comprendre. Un des intérêts d'une blockchain, c'est de supprimer justement ce tiers de confiance. Donc, on passerait d'un système centralisé à l'inverse. Et l'inverse, c'est donc un système décentralisé. Donc, en gros, la sauvegarde, la vérification et la validation sont décentralisées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, décentralisé? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça, du coup, avec le petit exemple du bouquin. Alors, imaginez un immeuble avec 17 habitants, donc j'ai 16 voisins. Et comment ça se passerait, du coup, sur une blockchain? Donc, sur une blockchain, quand je donne 10 € à mon voisin, au lieu qu'il se passe strictement rien, genre je lui envoie 10 €, il va se passer plusieurs événements. Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je donne 10 €, je le fais de manière publique et devant tous les voisins de mon immeuble. Donc, ça permet que chaque voisin regarde ce qui se passe, constate la transaction et va valider comme quoi j'ai bien donné 10 €. Une fois que tout ça c'est validé, on considère que la transaction est réelle, qu'elle a été faite, et tous les voisins, en même temps et devant tout le monde, donc sans se cacher, va écrire cette transaction sur son livre. Donc du coup, on se retrouve avec un système comme ça, où on a un immeuble, où chacun a un livre. Et dans chaque livre, il est écrit tout ce que les voisins ont tous pu constater en même temps. Alors ça, c'est ultra important de bien comprendre que lorsque je donne les 10 €, il faut que ça se fasse aux yeux et au su des voisins. Les voisins doivent regarder que mes 10 € sortent de ma poche et arrivent au destinataire. OK? Donc, une fois que chaque voisin a regardé et a vu que je donnais le billet à l'autre, dans ce cas-là, ils disent tous « c'est bon, on a vu ». Donc, tu as bien donné 10 € à ton autre voisin, on valide la transaction et elle est réelle. Et maintenant, pour la marquer, on va l'écrire sur notre livre, donc chacun a son livre de compte, pour bien signifier que cette transaction est bien réelle et ça y est. Donc, ce sont tous les voisins, ensemble, qui valident la transaction. Alors, dans les faits, on n'a pas besoin que tous les voisins, les 17, regardent et vérifient. En fait, on a juste besoin de la majorité. Donc, en gros, s'il y a 9 voisins qui peuvent valider et que 8 autres voisins ne sont pas là, c'est pas grave, ça suffira largement. Par contre, s'il n'y a que 3 voisins qui ont validé, c'est pas assez. Il faut au moins que la majorité des voisins aient vu que je donnais les 10 € à cette autre personne et puisse dire « Ok, c'est bon, le mec, il a bien donné 10 € à l'autre personne. » Ensuite, chacun écrit publiquement et en même temps sur le livre. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que quand on valide la transaction, il faut que chaque voisin en même temps prenne son stylo et écrive sur le livre « Ok, Pascal a bien donné 10 € à telle date, à telle heure à Jean. » Il faut qu'ils le fassent tous en même temps. Et surtout, il faut que tout le monde puisse voir ce que chacun écrive, de sorte à ce que personne n'écrive quelque chose d'autre. Par exemple, on ne pourrait pas écrire « Pascal a donné 30 € à Jean ». Non, parce qu'il faut le faire devant tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas tricher, vous ne devez pas tricher. Ce qui fait que chacun, finalement, a une copie de ce livre et tous les livres sont identiques. Ces livres sont consultables par tout le monde. N'importe qui est dans cet immeuble peut à tout moment consulter les livres de n'importe qui. Du coup, tout le monde, à tout moment, peut vérifier toutes les transactions qui ont été écrites et donc validées. Et tout ce qui est écrit sur ce livre, c'est la vérité. C'est la vérité pourquoi? Parce que rappelez-vous, pour écrire sur ce livre, il faut d'abord que tout le monde ait acquiescé et dit « Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a bien donné les 10 €. Et puisque je l'ai vu et que les autres l'ont vu, dans ce cas, je vais l'écrire sur mon livre. » Et donc, tout ce qui est sur le livre, c'est la vérité. Et comme j'écris ce livre devant tout le monde et que tout le monde peut vérifier
que j'écris bien ce que j'ai vu, dans ce cas-là, bah, c'est l'exacte vérité. Alors c'est ça qu'on appelle un système décentralisé. C'est beaucoup plus démocratique qu'un système centralisé, puisque en fait, celui qui fait la vérification, la validation et la sauvegarde, c'est pas un tiers, ouais, c'est un peu comme la Bible, mais ce sont les utilisateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que dans le cas où je vous ai parlé tout à l'heure de la banque, c'est la banque qui, elle, fait la vérification, qui dit oui, alors un tel a bien donné X à Y. Ce ne sont pas les utilisateurs. Par contre, dans le cas d'une blockchain, on n'a pas de banque, on n'a pas besoin de la banque. C'est chaque membre, donc chaque habitant de cet immeuble, qui s'occupe de la vérification. Mais est-ce que c'est plus sécurisé? Est-ce qu'un système décentralisé est plus sécurisé qu'un système centralisé? Le voisin qui a reçu mes 10 euros. Donc imaginons qu'en fait ce soit un petit chenapan qui veut essayer de se faire de l'argent sur mon dos. Et quand il reçoit les 10 euros, lui en fait ce qu'il veut c'est écrire sur le livre « Non, non, mais en fait il ne m'a pas donné 10 euros, il m'a donné 3 euros ». Et s'il fait ça, eh ben, ça veut dire que comme je devais lui en donner 10, il peut après venir me voir et dire « Regarde Pascal, sur le livre c'est marqué que tu ne m'en as donné que 3. Du coup, tu m'en dois encore 7. » Donc l'idée, c'est que le voisin, lui, il veut modifier la transaction qui a déjà été écrite pour essayer de me soutirer plus d'argent. Alors dans un système centralisé, donc dans le cas d'une banque, comment est-ce qu'il pourrait faire? C'est, entre guillemets, simple. Il faudrait qu'il s'introduise chez le tiers de confiance pour modifier le livre. En l'occurrence, la banque. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que le voisin aille dans la banque, réussisse à ouvrir les cadenas, les coffres-forts, etc. de la banque, aille voir le livre sur lequel la banque écrive, il prenne une gomme, il efface la ligne sur laquelle il y a marqué Pascal a donné 10 euros et il écrit Pascal a donné 3 euros. Ensuite, il remet le livre à sa place, il referme le coffre et le lendemain, il vient me voir et me dit Pascal, excuse-moi, mais je crois qu'il y a une petite erreur. Regarde, on regarde le compte et tu vois, regarde là sur le compte qui est à la banque, donc c'est pas moi, c'est la banque, il y a marqué que tu m'as donné 3 euros. Donc tu m'en dois 7. Donc techniquement, c'est compliqué, bien sûr, de pirater une banque. Mais bon, c'est tout à fait faisable. Alors, la blockchain, c'est un système qui est ultra, méga sécurisé. Non pas parce que la blockchain utilise une technologie de malade, genre un truc alien qui est impossible à hacker parce qu'il y a un code ultra compliqué ou une technologie qui dépasse en fait l'humanité. En fait, ce qu'il y a de magique et de magnifique sur la blockchain, c'est que c'est ultra sécurisé juste grâce à des petites astuces. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à parler vraiment de révolution technologique dans la mesure où on n'est pas sur une toute nouvelle, entre guillemets, technologie. On n'a pas inventé un nouveau système cryptographique complètement inviolable. Non, vous allez voir qu'en fait, on a juste mis des petites astuces qui sont toutes bêtes, qui paraissent même un tout petit peu archaïques, parce que franchement, quand vous allez voir comment fonctionne la sécurité du blockchain, vous allez dire, putain, mais c'est vachement archaïque ce truc. Et c'est ça qu'on appelle la technologie. Donc c'est ça que je trouve magique sur la blockchain. Alors en gardant l'exemple du livre, je vais vous expliquer en quoi est-ce qu'un système décentralisé, en tout cas la blockchain, parce qu'il y a d'autres types de systèmes décentralisés, est l'une des choses les plus sécurisées au monde. Alors d'abord, parce que c'est décentralisé. Alors ça veut dire quoi? Dans un système décentralisé, j'ai oublié le D, il existe en fait de nombreuses copies du livre. Chaque voisin de l'immeuble en a une. Il y a Sam tout à l'heure qui parlait de la Bible. La Bible, c'est un livre qui est, entre guillemets, décentralisé. C'est-à-dire qu'il existe une copie de la Bible dans quasiment tous les foyers des pays ultra cathos. Et si on remonte il y a 100 ou 150 ou 200 ans en arrière, dans quasiment tous les foyers européens, tu avais une Bible, un truc comme ça. Et c'était tout le temps la même copie. C'est-à-dire que la Bible de mon voisin était la même que la Bible qui était chez moi ou chez ma grand-mère. Ce qui fait que si quelqu'un voulait réécrire la Bible, bon courage. Parce qu'il faudrait qu'il aille dans les foyers du monde entier pour changer ce qu'il y a écrit dans la Bible. Tu penses bien que c'est hautement impossible. Et ça, c'est le premier niveau de sécurisation. C'est simplement la décentralisation. Alors reprenons l'exemple de notre immeuble, qui est plutôt à taille humaine. Donc le voisin, s'il veut modifier la transaction, donc s'il veut écrire « Ouais, non, mais en fait, il m'a donné 3 euros au lieu de 10 », comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Il faut tout simplement
qu'ils réussissent à s'introduire chez moi, mais aussi chez 16, les 15 autres voisins. Donc il faut qu'ils réussissent à s'introduire chez les 15 autres voisins pour modifier le livre de chacun. Donc, premier niveau de sécurité, la décentralisation. Comme il existe une copie dans chaque appartement, eh ben, il va falloir que mon voisin malhonnête rentre par effraction dans chacun des appartements. Autant te dire que c'est quand même assez compliqué. Tu peux à la limite rentrer dans un ou deux appartements, mais dans 15 appartements, ça va être un peu compliqué. Donc ça, c'est le premier niveau de sécurité. Le deuxième niveau de sécurité, c'est mon préféré. C'est ce qu'on appelle le hash. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le livre, chaque page du livre est un tout petit peu particulier. C'est pas une page traditionnelle où tu as juste du texte, etc. Chaque page est divisée en 3 parties. Tu as donc une en-tête, un corps de page et bien sûr un pied de page. Alors, il y a quelques petites particularités qu'il faut bien comprendre pour bien comprendre à quel point une blockchain est sécurisée. Tout d'abord, la première règle dans mon livre, c'est que dans mon livre, dans la partie du corps, je ne peux pas écrire plus de 7 transactions. Il n'y a pas la place. Il y a juste 7 emplacements pour écrire 7 transactions. Lorsque j'ai écrit mes 7 transactions, je ne peux plus rien écrire. Du coup, je dois tourner la page et je dois écrire une toute nouvelle page. Alors, il y a une autre règle qui dit que si jamais je ne suis pas arrivé à écrire 7 transactions au bout de 5 minutes, je tourne quand même la page. Donc en gros, pour tourner une nouvelle page, il faut soit que j'ai écrit 7 transactions, soit que 5 minutes se soient écoulées. Alors ce qui rend la blockchain très sécurisée, même si là pour l'instant vous n'arrivez pas à le voir, c'est que le limite du nombre de transactions par page, l'obligation de tourner une page toutes les 5 minutes, et ce qu'il y a écrit dans l'entête et ce qu'il y a écrit dans le pied de page font que c'est ultra sécurisé et quasiment impossible à modifier. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi. Alors, chaque livre commence par une première page. Alors disons que l'entête de la première page, même si c'est pas vrai sur une blockchain, mais là c'est dans mon bouquin, donc c'est moi qui décide, l'entête de la page est vide, la première page. Ensuite, sur le corps, je vais donc écrire 7 transactions, en tout cas 7 informations. Jean a donné 5 € à Ben, Jean a donné 6 € à Josh, Jean a reçu 7 € de Sophie, Arnaud a prêté 10 € à Ben, Sophie a trouvé 9 € par terre, Édouard a donné 17 € à Jean et Karine a remboursé 7 € à Ben. Une fois que ces 7 transactions sont écrites, je n'ai plus la place et du coup, il faut que je tourne la page. Ensuite, il y a le pied de page. Alors, dans le pied de page, je vais faire quelque chose qui est assez particulier. Je vais écrire en tout petit, mais vraiment minuscule, l'intégralité de la page. Donc, je vais réécrire ces 7 transactions, mais en tout petit minuscule. C'est compris pour tout le monde? Donc ça, c'est la structure de mon livre. En tête, la première page est vide. Ensuite, le corps. Une fois que j'ai écrit mes 7 transactions, il faut que je tourne ma page. Ou alors, si 5 minutes se sont écoulées, il faut que je tourne la page également. Et ensuite, dans le pied de page, il faut que j'écrive en tout petit tout ce qui est écrit sur ma page. Donc du coup, je passe à la deuxième page. Donc la deuxième page, je réécris du coup mes transactions. Enfin bon, là, l'animation est un peu foirée. Alors la deuxième page, ce qui va rendre du coup la blockchain ultra sécurisée, c'est que sur l'entête, je vais réécrire le pied de page de la page précédente. Bon, c'est tout con, mais c'est la règle que j'ai décidée. Donc l'entête de ma première page est vide. Par contre, l'entête de ma deuxième page reprend l'écriture miniature de la première page. Ce qui signifie en gros que dans l'entête de la première page, j'ai toutes les transactions qui sont écrites sur la première page. Ensuite, j'écris donc mes 7 transactions. Karine a gagné 50 € au loto, Karine a remboursé 9 € à Ben, Karine a donné 7 € à Sophie, Jean a donné 6 € à Arnaud, Jean a emprunté 2 € à Karine, Sophie a donné 8 € à Arnaud, et enfin, 7e transaction, Karine a joué 2 € au loto. Et je vais faire pareil. Sauf que cette fois-ci, dans mon pied de page, je vais réécrire toutes les informations de ma page. Donc, je vais réécrire à la fois l'entête, qui était déjà miniaturisée, et je vais miniaturiser les 7 dernières transactions, et je vais mettre tout ça dans mon pied de page. Donc, au niveau de mon numéro 2, donc la page numéro 2, j'ai
toutes les transactions de la page numéro 2, plus toutes les transactions de la page numéro 1. Mais j'ai tout miniaturisé, et du coup, ça donne ça. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris, du coup, comment fonctionnent mes pages? Les pages de mon bouquin. Super. Alors maintenant, je vais vous expliquer, du coup, en quoi c'est ultra sécurisé. Imaginons maintenant plusieurs pages. On va dire 5 pages. Donc, si vous avez bien compris, voilà comment mes pages vont être écrites. Donc, sur la première page ici, j'ai mes 7 transactions. Alors, au lieu d'écrire 7 transactions pour gagner du temps, j'ai écrit un grand A majuscule. Dans mon pied de page ici, je vais donc écrire un petit a minuscule qui symbolise le fait que j'ai réécrit en tout petit toutes les transactions présentes dans le corps. OK? Ensuite, sur la page numéro 2, je réécris donc le petit a. Donc en gros, le pied de page est repris dans l'entête. Et ensuite, j'écris toutes les transactions B, donc 7 transactions encore. Et du coup, dans le pied de page, je vais miniaturiser l'entête, donc petit a, et le corps, petit b. Ensuite, la page numéro 3, l'entête, je vais tout simplement reprendre mon pied de page, donc A et B, en minuscule. Ensuite, je vais écrire les transactions C majuscule, et dans mon pied de page, je vais reprendre AB minuscule plus C minuscule. Donc là, à la 3e page, mon pied de page commence quand même à avoir pas mal de transactions. Si on réfléchit bien, la page numéro 3, si je la lis, je peux avoir tout l'historique des transactions des pages précédentes. Je n'ai pas besoin de regarder les autres pages. Ensuite, il y a la page numéro 4. Et puis, il y a la page numéro 5. Et du coup, quand on arrive à la page numéro 5, on se rend compte quoi? Que l'entête de la page numéro 5 reprend le pied de page de la page numéro 4, donc A, B, C, D. Donc en gros, l'entête reprend les transactions qui ont été faites à la page 4, 3, 2 et 1. Donc en gros, mon en-tête, c'est toute l'historique de transactions. Et le footer, donc le pied de page, reprend tout l'historique de transactions des pages précédentes, plus celui de la page 5. Alors, si vous avez du mal à voir pourquoi est-ce que c'est sécurisé, remettez-vous maintenant à la place de notre petit voisin. Donc le voisin, imaginons qu'il veuille modifier une transaction qui se trouve sur la page numéro 3. Donc il arrive déjà à rentrer par effraction dans mon domicile, il va voir mon livre, donc ma copie du livre, et puis il cherche page numéro 3, là où c'était marqué que je lui avais donné 10 €. Et là il fait bon, cette phrase, je vais la remplacer par Pascal m'a donné 3 €. Comme ça, en gros, je pourrais tout simplement lui demander 7 € parce qu'il me devrait 7 €. Mais le problème, c'est que s'il veut modifier la page 3, il doit modifier plein de choses. D'abord, il doit modifier le corps de la page 3. C'est-à-dire que dans le corps de la page 3, il est écrit que j'ai effectivement modifié, il a modifié, donc j'ai donné uniquement 3 €. Mais puisqu'il change la page 3, toutes les transactions vont changer. C'est-à-dire que puisque là, où avant c'était marqué Pascal a donné 10 €, du coup dans le footer ici, alors je vais dire footer, c'est plus rapide, footer et header, désolé pour les francophones. Donc comme dans le footer, c'était marqué aussi, parce que n'oubliez pas, le footer de chaque page récupère toutes les transactions de la page. Donc dans le footer, c'était marqué Pascal a donné 10 €. Donc il faut qu'il modifie le footer. Plus il faut qu'il modifie le corps. Mais n'oubliez pas, la page numéro 4, il y a aussi marqué Pascal a donné 10 €. Donc il faut aussi qu'il modifie la page numéro 4. Il faut qu'il modifie le header. Et il faut qu'il modifie le footer. Parce que le footer, il y avait marqué aussi Pascal a donné 10 €. Et il faut qu'il fasse pareil pour la page 5. En fait, il faut qu'il modifie toutes les pages qui sont après la page qu'il veut modifier. Imaginez le travail que ça va donner à ce pauvre petit mec. Il va devoir modifier le corps et le pied de page de la page 3, l'entête et le pied de page de la page 4, l'entête et le pied de page de la page 5. Et n'oubliez pas qu'il doit faire ça sur tous les bouquins de l'immeuble. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il réussisse à rentrer dans 17 appartements, qu'il trouve le livre, qu'il aille à la page numéro 3, qu'il modifie la page 3, la page 4, la page 5. Et n'oubliez pas, toutes les 5 minutes, une nouvelle page se crée. Donc s'il n'a pas réussi à faire ça en 5 minutes, il va y avoir la page numéro 6 à modifier, puis la page numéro 7, puis la page numéro 8, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est tout simplement impossible. Impossible de modifier
une page. Attention, c'est pas impossible de modifier une page. C'est impossible de modifier une page alors qu'il y a déjà d'autres pages après. Modifier la page numéro 5, c'est pas très compliqué. Il suffit tout simplement de modifier le corps de la page 5 et de modifier le footer de la page 5. Bon, ça reste quand même compliqué parce qu'il faut le faire quand même sur les 17 autres bouquins, mais c'est déjà plus humain. Par contre, modifier la page 4, c'est plus compliqué. Modifier la page 3, c'est hautement impossible. Modifier la page 2, c'est mission impossible. Et modifier la page 1, c'est même pas imaginable. Donc, est-ce que vous avez bien compris en quoi cette histoire de pagination avec un header qui reprend les informations du footer précédent et un footer qui reprend les informations de toute la page, est-ce que vous avez bien compris que c'est du coup ultra méga sécurisé, que c'est impossible à modifier, ou en tout cas quasiment impossible à modifier? Alors, il y a des cas qui ont été étudiés. Je vous invite, pour ceux qui s'intéressent beaucoup à ça, d'étudier le cas des chevaliers byzantins. C'est le problème mathématique qui est lié à ça. Mais voilà, effectivement, plus une transaction est vieille et plus elle est sécurisée. Tout le monde a compris? Mais attendez, c'est pas terminé. Parce que si avec ça, déjà, rien que là, on voit que la blockchain est inviolable. Mais c'est pas terminé. Le mec qui a inventé ça, il s'est dit, je vais aller encore plus loin. Parce que je trouve que c'est pas suffisant. Donc n'oubliez pas, le voisin, il lui faut 5 minutes pour s'introduire dans le domicile de 16 autres voisins, de modifier la page 3, 4, 5. Donc c'est impossible. Donc il est impossible de réécrire les informations qui sont sur les livres. Et puisqu'il est impossible de réécrire les informations, elles sont donc impossibles à modifier. Et du coup, on a le système de stockage d'informations le plus parfait du monde. C'est ça la blockchain, en tout cas une des applications de la blockchain. C'est la manière de stocker de l'information la plus sûre au monde actuellement. Bon, disons que le voisin, du coup, il a bien compris qu'il ne pouvait pas modifier les transactions du passé. Donc, du coup, il se dit, bon, je vais quand même essayer de soutirer de l'argent à Pascal. Donc, puisque je ne peux pas modifier le passé, peut-être que je pourrais modifier le futur. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, il décide tout simplement d'écrire des informations qui sont complètement inexactes sur son bouquin à lui. Par exemple, moi, je lui envoie 10 €, et moi, sur mon livre, j'écris « j'ai envoyé 10 €», et lui, il va écrire « j'ai reçu 3 €». Alors, ou alors, il pourrait dire « j'ai reçu 100 €», tout simplement. Alors, si cette information est vérifiée, et elle est validée par les voisins, ben, son compte sera effectivement crédité de 100 €. C'est-à-dire qu'en gros, là, le voisin, s'il veut, il écrit sur son livre « j'ai reçu 100 €». Ensuite, les voisins vont valider pour X ou Y raison, et il aura donc gagné 100 € comme ça. Alors, du coup, comment on fait pour sécuriser tout ça et pour éviter que le voisin écrive des fausses informations? Alors, on va faire deux choses. D'abord, on va passer par ce qu'on appelle un consensus. Donc, pour rappel, on l'a vu tout à l'heure, pour valider une transaction, il faut qu'au moins la moitié des voisins la constatent. Vous vous rappelez, on était par exemple dans la cour de mon immeuble, et puis je donnais 10 € à mon voisin devant tous les autres voisins. Et du coup, comme je le faisais au vu et au su de tous les voisins, c'était donc validé. Ok? Donc, puisque je dois avoir les yeux de tous mes voisins pour constater, de fait, pour écrire une fausse information, c'est tout simplement inutile. Parce que si j'écris sur mon livre « Ouais, je viens de recevoir 100 €, tous les voisins, ils vont regarder, ils font « Non, où est-ce qu'ils sont tes 100 €? Montre-les-moi, moi j'ai rien vu. » Et comme le voisin sera incapable de prouver, de montrer qu'il a bien reçu les 100 €, il est juste écrit, du coup tous les voisins diront « Non, mais nous on valide pas ce que tu as écrit, donc tu dégages. » Donc grâce au consensus, comme il faut que tout le monde, en tout cas la majorité des habitants de l'immeuble, aient vu de leurs propres yeux, et pu valider, vérifier, toucher, etc. la transaction, si du coup à un moment donné le voisin veut introduire une transaction frauduleuse, il ne peut pas. Parce qu'encore une fois, pour mettre une fausse transaction et dire « oui, j'ai reçu 100 €, il faut que tout le monde la valide. » Donc ça, c'est la première sécurité. Alors la deuxième sécurité, moi je l'ai appelée la preuve du triathlon. Alors ça, c'est la sécurité qui est la plus drôle pour moi. Pour décourager encore plus le voisin. Parce que donc non seulement le voisin, ça sert à rien qu'il écrive une fausse transaction. Quoi. S'il écrit on m'a donné 100 €, comme tous les autres voisins ne valideront pas, du coup c'est inutile. Mais bon, on s'est dit c'est encore pas suffisant.
Donc on va encore rajouter quelque chose. On va rajouter la preuve de triathlon. Donc pour décourager le voisin, voilà ce qu'on va dire. Si tu veux écrire dans le bouquin, que ce soit une vraie ou que ce soit une fausse transaction, il faut d'abord que tu aies couru un triathlon. Alors c'est une très bonne question, Fred. Effectivement, si le voisin arrive à s'entendre avec plus de la moitié des autres voisins, dans ce cas-là, on peut atteindre un consensus. Mais le truc, c'est que les autres voisins n'ont pas intérêt à le faire. Pourquoi est-ce qu'ils valideraient une transaction frauduleuse? Ça nuirait à tout l'immeuble. Donc pour écrire le bouquin, il faut qu'il ait d'abord fait un triathlon. Donc en gros, imaginez le mec. Il faut qu'il dépense une énergie considérable pour finir son triathlon. Et finalement, du coup, le mec fait oh, je laisse tomber quoi. À quoi ça sert qu'il faut que je cours un triathlon pour écrire sur ce bouquin et que de toute façon, après, il va mettre refusé la transaction parce que quand je vais le montrer à tous les autres, ils vont dire non, mais attends, moi, j'ai pas vu cette transaction. Et en plus de ça, il peut même pas tricher avec le triathlon parce qu'il faut qu'il court le triathlon devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que tous les voisins aient vu qu'il a bien couru le triathlon. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi c'est non seulement impossible de réécrire les livres et extrêmement compliqué d'écrire des choses fausses dans ce livre? Alors, c'est important que vous ayez tout bien compris pour que vous compreniez quand même la blockchain qui est la base de cette mini-formation d'une semaine. T'as pas trop compris le triathlon? C'est tout simple. Si tu veux avoir le droit d'écrire sur le livre, il faut d'abord que tu m'aies montré, que tu m'aies prouvé que tu fasses un triathlon. Si tu n'as pas couru le triathlon avant, tu n'as pas le droit d'écrire sur le livre. C'est impossible. Par exemple, le stylo pour écrire, il se situe à la ligne d'arrivée du triathlon. Effectivement, comme dit Anthony, pas grand monde n'écrira sur ce livre. Alors, qui est-ce qui, du coup, voudrait courir ce fameux triathlon? Uniquement les gens qui ont un intérêt à ce que ce système décentralisé soit tout simplement le plus sécure possible. Et donc, les gens vont vraiment dépenser de l'énergie pour sécuriser tout ça. Bon, vous avez bien compris que tout ça, c'était que des métaphores. Qu'il n'y a pas de livre, qu'il n'y a pas de voisin, qu'il n'y a pas d'immeuble, qu'il n'y a pas de triathlon, qu'il n'y a pas de page. Donc du coup, comment est-ce qu'on passe d'un bouquin à une blockchain? Donc la blockchain, on pourrait dire que c'est une sorte de super gros bouquin qui est distribué dans le monde entier. Par exemple, pour le Bitcoin, il y a 30 000 bouquins actuellement à peu près. Donc 30 000 livres qui sont distribués à peu près dans le monde entier, qui sont donc inviolables, infalsifiables, incorruptibles, immuables et démocratiques. Alors maintenant, on va redonner les définitions. Un voisin sur une blockchain, on appelle ça un nœud, ou on peut aussi parler de mineur. L'immeuble, c'est le réseau. Le livre, c'est une base de données. Une page, c'est un bloc. Le lien entre les pages, le lien entre le footer et le header de la page suivante, c'est la chaîne, d'où le mot bloc, chaîne. Le texte minuscule, tout petit, écrit dans l'entête et dans le pied de page, en réalité, c'est un hash avec l'algorithme cryptographique SHA-256. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'algorithme SHA-256, je vous invite à taper sur Google générateur SHA-256. C'est très drôle et impressionnant. En gros, c'est un algorithme qui arrive à écrire tout ce que vous voulez avec le même nombre de caractères. Alors, je vais donner l'exemple pour que tout le monde comprenne. Mais c'est plus facile à comprendre si vous tapez sur Google générateur SHA-256. Donc, si par exemple, je voudrais je voudrais cryptographier mon prénom, donc Pascal, et que je voudrais le cryptographier dans un algorithme qui transforme Pascal en un mot de 3 lettres. Ça serait par exemple ABC. Si je veux cryptographier toute la Bible entière, donc je ne sais pas combien il y a de pages dans ce bouquin, ni combien il y a de mots, et grâce à mon procédé cryptographique, ça serait aussi 3 lettres. Ça serait par exemple EFD. Donc, alors c'est peut-être pas un super exemple avec 3 lettres, mais bon. Donc, ce principe cryptographique, c'est tout simple. Ça permet de transformer n'importe quelle chaîne de caractères, qu'il y ait une lettre ou 10 milliards de lettres, en tout simplement un nombre très prédéfini de caractères.
OK? Alors vraiment, amusez-vous, tapez sur Google pour que vous compreniez mieux, parce que ça sera trop compliqué à expliquer sans exemple avec ça. Donc tapez sur Google générateur SHA-256 et tapez une lettre, par exemple la lettre A, et regardez comment la lettre A va être cryptée, et tapez maintenant une phrase bonjour, et vous voyez comment elle va être cryptée. Et pour bien comprendre pourquoi est-ce que c'est ultra super, tapez maintenant bonjour mais avec un S à la fin. Et comparez les deux codes. Comparez le code bonjour et bonjour avec un S, et vous regarderez et vous verrez que le code est complètement différent. OK? Donc je vais vous amuser avec ça. Alors, 5 minutes. Vous savez, les pages qui se tournent toutes 5 minutes, ben là, en gros, c'est un bloc qui est créé toutes les 10 minutes. 7 transactions. Vous savez, j'avais dit que chaque page ne pouvait comporter que 7 transactions. Et ben, sur la blockchain, alors attention, je vais préciser, ici, je parle de la blockchain du Bitcoin. Hein, vous verrez qu'il y a plusieurs blockchains. Donc, cette transaction sur la blockchain du Bitcoin, c'est 1 mégabit. La preuve de marathon ou de triathlon, c'est la fameuse preuve de travail, donc la proof of work. Valider, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est miner, quoi. Hein, voilà. Donc, quand on valide une transaction, on mine. Donc, est-ce que vous avez compris, du coup, ce que c'est qu'une blockchain? Donc, vous remplacez tout ce que je viens de vous dire par tous ces mots: miner, réseau, base de données, bloc, blockchain, hash, enfin, en tout cas, algorithme SHA-256, 10 minutes, 1 mégabit, preuve de travail et miner. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'est une blockchain? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette blockchain? C'est que c'est l'invention qui est la plus démocratique, la plus sécurisée, la plus parfaite. Alors, il y a quand même quelques problèmes, bien évidemment, mais ça, on pourrait y revenir vendredi. On peut parler des problèmes de scalabilité. On peut parler également du fait que si demain Internet disparaît parce qu'il y a des aliens qui arrivent et qui vont détruire tous nos réseaux, ça va être un peu compliqué. On peut aussi parler de plein d'autres problèmes que les blockchains posent et que des gens essaient de résoudre. Mais ça, on en parlera plutôt vendredi. Super. Donc maintenant, on peut aller un peu plus loin dans des choses plus intéressantes. Parce qu'oubliez pas que l'objectif de cette formation, c'est de vous expliquer en quoi la blockchain va modifier votre vie, mais également votre vie, et c'est ce cas qui nous intéresse, de trader, d'investisseur. Alors, prenons un cas de la vie courante. Un truc tout bête pour que vous compreniez bien la différence entre une transaction bancaire et une transaction sur une blockchain. Alors, n'oubliez pas, là pour l'instant, quand je parle de blockchain, je sous-entends tout le temps la blockchain du Bitcoin. Alors imaginons que A veuille envoyer 540 € à B. Donc elle a une première possibilité, c'est d'aller rencontrer B et de lui donner de main à main, donc de pair à pair, de peer-to-peer, les 540 €. Bon, sauf que 540 €, c'est une somme, et puis avec les restrictions de cash, hein, vous savez, c'est plus en plus compliqué, il y a plein de gouvernements qui veulent arrêter le cash, c'est de moins en moins facile quand même de sortir 540 €. Bon, j'exagère un peu, mais quand même pas qu'un peu. Donc l'autre possibilité, c'est de passer par le fameux réseau bancaire. Alors comment ça se passe un réseau bancaire? Eh bien d'abord, A va envoyer un ordre à sa banque, on va appeler la banque A. Voilà, donc A envoie un ordre à la banque A. Et qu'est-ce que va faire la banque? Eh bien d'abord, la banque, elle va vérifier que A a bel et bien de l'argent sur son compte. Si la banque se rend compte que A n'a pas assez d'argent pour envoyer 540 €, qu'est-ce qui va se passer? Soit elle a un découvert autorisé, du coup ça passe, soit non, et du coup ça passe pas. Bon, imaginons que ça passe. La banque a vérifié et A a suffisamment d'argent. Donc une fois que cette vérification est faite, la banque va faire en sorte que le compte de A soit bel et bien débité. Alors ensuite, la banque, elle va passer par un réseau qu'on appelle le réseau SWIFT. Alors je vous laisse vous documenter sur ce qu'est la messagerie SWIFT, pour ceux que ça intéresse. C'est en gros le réseau interbancaire qui permet aux banques de s'identifier et de faire passer alors on va dire des messages, mais plutôt des données. Hein. Donc un donné, ça peut être une transaction, ça peut être un prêt, etc., etc. Je vous laisse du coup regarder comment fonctionne le réseau SWIFT. La page Wikipédia est très bien écrite. Donc une fois vérifié, la banque retire l'argent. Ensuite, via le réseau SWIFT, en gros, elle passe le message à la banque B. La banque B reçoit le message. Donc elle reçoit entre guillemets l'argent. Alors je dis entre guillemets parce que vous verrez un peu plus tard, même si je ne vais pas l'expliquer à fond. Et du coup, elle crédite sur le compte de B cet argent. Alors ça, on parle souvent de code SWIFT, mais bon, c'est SWIFT. Hein, voilà.
Donc, tout ce cheminement-là, c'est les fameux intermédiaires, les fameux tiers de confiance. Alors, en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça, hein, une transaction bancaire. En réalité, la banque A n'envoie pas du tout d'argent à la banque B. Mais si ça vous intéresse de comprendre comment un système bancaire fonctionne, il faut que vous tapiez sur Google et que vous cherchiez les mots chambre de compensation ou tout simplement clearing en anglais. Et vous verrez en gros comment ça fonctionne réellement en fait une transaction bancaire. En réalité, l'argent ne transite pas. C'est juste qu'à la fin de la journée, on fait une sorte de bilan comptable entre les banques. Enfin, je vous laisse du coup, pour ceux que ça intéresse, chercher sur Google clearing bancaire ou clearing entre les banques ou chambre de compensation entre les banques. OK? Et comme ça, vous saurez exactement comment ça fonctionne une transaction, parce que c'est absolument pas du tout comme ça que ça se passe. Mais c'est juste pour l'imager, pour que vous compreniez, sans trop rentrer dans les détails qui sont pas intéressants. Alors du coup, la banque et les intermédiaires de la banque, il faut qu'ils se rémunèrent, parce que quand même la banque a des employés. Alors bon, la banque, hein, on sait très bien que la thune, elle la prend sur les couverts, hein, c'est pas une nouveauté. Mais bon, il faut quand même qu'elle prenne des petites filles, hein, à droite, à gauche, etc. etc. Swift, bon, il faut bien qu'ils se sucrent également. Donc tout ça occasionne des frais. Alors, j'ai pas voulu être narquois, mais j'aurais pu ajouter des petites légendes en disant attention, ce système ne marche que si on est si on n'est pas pendant le week-end et si c'est pas un jour férié. Et si c'est pendant les heures d'ouverture de bureau, bien évidemment. Alors, comment ça se passe sur une blockchain? Eh bien, pareil, sauf que l'intermédiaire, il n'y en a pas vraiment. Je vous ai expliqué que c'était qu'une blockchain. Donc, en gros, quand A va envoyer de l'argent à B, tout simplement, l'information est envoyée au réseau, elle est mise sur un bloc, elle est validée par un mineur, puis ensuite c'est vérifié par le réseau, et ensuite, quand tout est vérifié, l'argent arrive sur le compte de B. Voilà, c'est tout. Alors, il y a toujours des transactions, bien évidemment. Alors, il faut savoir que les transactions, au début, il n'y en avait pas, hein, sur le Bitcoin. Les mineurs qui valident un bloc, donc ceux qui valident la page, hein, empochent les commissions qui ont été générées pendant la transaction, mais pas que. Hein, c'est quand même assez rentable d'être mineur. Ils empochent aujourd'hui 12,5 bitcoins à chaque fois que c'est eux qui valident un bloc. Alors du coup, la question c'est, mais qui est le mineur qui valide le bloc? Enfin, comment est-ce qu'il est choisi? Alors, je ne suis pas rentré dans le détail dans cette vidéo, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est plutôt d'expliquer ce que c'est qu'une blockchain, ce que c'est qu'une crypto, un token et un smart contract. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur la manière dont le gagnant, entre guillemets, est choisi, alors soit vous documentez sur la preuve de travail, donc la proof of work, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Dans ce cas-là, il faut aussi que vous vous renseigniez sur ce que c'est que les pools de minage, les fermes de minage. Il y a des reportages très intéressants dessus. Je ne peux pas tout vous dire en une semaine. Vous allez vous rendre compte que la crypto, c'est quelque chose qui est tentaculaire et qui ne peut pas être expliqué en un petit truc d'une heure, une heure et demie. Donc si ça vous intéresse de savoir pourquoi 12,5, pourquoi avant c'était 25, pourquoi dans quelques temps ça sera 6,75 et qu'il n'y aura que 21 millions de bitcoins créés, je vous invite à vous documenter sur le bitcoin, sur la manière dont le bitcoin a été créé, comment est-ce qu'il a été pensé, et voilà. Et pourquoi est-ce que c'est toutes les 10 minutes, pourquoi c'est un mégabit, et du coup pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces discussions autour de la scalabilité du bitcoin. Donc le mineur qui valide le bloc, hein, qui est choisi par la blockchain, il gagne 2,5 bitcoins. Je vais faire les calculs pour savoir combien ça fait. Aujourd'hui, ça fait pas mal. C'est ça le processus de création du bitcoin. Voilà, pour créer du bitcoin, il faut tout simplement qu'un mineur valide un bloc de transaction, et pour le remercier, on va créer aujourd'hui 12,5 bitcoins, et puis au bout de je ne sais plus combien de blocs, c'est à peu près 4 ans. Au bout de 4 ans, du coup, on passe à 6,75 bitcoins. Et puis ensuite, on passera à 3, quelque chose bitcoin. Alors maintenant, on va parler d'un autre exemple qui n'a rien à voir avec les transactions, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé d'argent, mais n'oubliez pas qu'une blockchain, c'est pas lié forcément à l'argent. Une blockchain, c'est tout simplement de la donnée. Et la donnée, vous en créez tous les jours. Vous savez, là, on est tous en train de créer de la donnée. Moi-même, en faisant cette présentation, je crée de la donnée, puisque j'héberge ma donnée sur YouTube. Donc YouTube, aujourd'hui, grâce à moi, a créé encore un peu plus de données. Alors imaginons maintenant une transaction immobilière. Donc A veut acheter la maison de B. Et donc B veut vendre sa maison. Donc les deux se présentent à un notaire. Alors il faut savoir à quoi sert un notaire. Un notaire, en gros, c'est le représentant de l'autorité. Et dans le cadre d'une transaction immobilière, le notaire, il doit s'assurer que la personne qui vend la maison est bien le propriétaire de cette maison. Donc ça permet d'éviter les arnaques. Imaginez, vous avez un mec qui vend une maison, vous le payez, et puis finalement, vous vous rendez compte après que c'était pas lui la maison.
et qu'il est parti en fait dans une île avec votre argent et que les propriétaires de la maison, bah, ils sont rentrés de vacances. Donc pour ne pas que ce type de problème arrive, eh ben, le notaire va vérifier dans son registre ou dans d'autres registres, hein, ça dépend dans quelle ville se passe la transaction, que B est bel et bien le propriétaire. Et une fois qu'il a vérifié que B est bien le propriétaire, alors il va regarder en gros dans le passé, hein, il va regarder dans les vieux bouquins de son prédécesseur, qu'il avait bien écrit « Ah oui, oui, ce mec-là a acheté cette maison, c'est bien à lui ». Donc une fois que le notaire a fait ce travail de vérification, il valide le certificat de propriété et le transfert. Et du coup, maintenant, le notaire écrit dans son bouquin que la transaction a été enregistrée, qu'aujourd'hui et maintenant, cette maison appartient à A et n'appartient plus à B. Et bien évidemment, pour faire ce travail de titan, le notaire prend un tout petit fee de à peu près 8%, je crois, non? Si je dis pas de bêtises. Donc le notaire est ici l'intermédiaire. Alors, je m'excuse auprès de tous les notaires qui regarderaient cette vidéo. Je ne veux pas inciter votre profession que je connais mal. Après tout, je ne sais pas vraiment en détail tout ce que ça inclut être notaire, mais c'est vrai quand même que pour une transaction immobilière, prendre 8%, ça me semble quand même assez exagéré. Donc voilà en gros comment ça fonctionne, hein. Et une fois que tout est validé, c'est bon, B donne l'argent à A et A devient propriétaire. Est-ce que du coup, vous avez compris comment ça fonctionne, hein, une transaction immobilière? Alors du coup, comment ça fonctionnerait sur la blockchain? Eh bien pareil, sauf qu'au lieu de passer par un notaire, n'oubliez pas, le notaire ici, c'est quoi son rôle? C'est le garant des registres. C'est lui en gros qui écrit tout ce qui se passe. Donc c'est le fameux tiers de confiance. Vous savez, le mec qui écrit à votre place. Hein, je vous rappelle au tout premier slide où je vous disais que quand il y avait un différend, il fallait passer par le tiers de confiance qui lui écrivait à notre place. Et bien, ici, le notaire, c'est le tiers de confiance. Et comme une blockchain, on n'a pas besoin de tiers de confiance, et bien tout simplement, quand je veux acheter une maison, l'information est envoyée sur le réseau, elle est mise sur un bloc et ensuite il faut qu'elle soit vérifiée. Alors là, par contre, on ne va pas vérifier une transaction. Donc on ne va pas vérifier si l'argent existe bel et bien, s'il a bien été transmis, s'il n'y a pas eu de création monétaire frauduleuse, etc., etc. Là, on va plutôt vérifier que cet appartement existe bel et bien et qu'il appartient bel et bien à B. Alors ça pose un premier problème, parce que, étant donné que la blockchain a été créée après l'achat de cette maison par B, il faudrait que la blockchain prenne l'information ailleurs, dans la vraie vie. En gros, il faudrait que la blockchain, elle contacte un notaire. Sauf qu'il y a quelques règles en matière de blockchain, c'est qu'une blockchain ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Alors, je vous passe les détails. Encore une fois, si ça vous intéresse, cherchez ce que c'est qu'un oracle. C'est joli comme mot, mais voilà, c'est la seule solution pour l'instant que l'on a. Donc, elle est mise sur un bloc, elle est validée, et finalement, le réseau écrit, c'est bon, c'est bien A aujourd'hui qui a la maison. Et cette fois-ci, c'est écrit sur la blockchain, et donc c'est immuable, impossible à supprimer. Alors peut-être que vous ne voyez pas les applications dans la vie courante. On appelle ça un oracle, ouais, Fabrice. L'oracle, c'est l'intermédiaire, hein, l'intermédiaire qui permet de donner à une blockchain des informations qui sont extérieures à l'écosystème de la blockchain. Mais encore une fois, si ça vous intéresse, parce que c'est passionnant, parce que l'oracle pose plein de problèmes de moralité, et du coup, on doit passer par un tiers. Et regardez, du coup, l'utilisation des oracles pour les blockchains, c'est un sujet un des sujets qui me passionne aussi. Donc, regarde, tapez Oracle Blockchain, Oracle Smart Contract. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que là, peut-être que vous voyez que l'aspect purement financier, en disant « Waouh, super, on n'a plus besoin de notaire ». Et en plus de ça, ça se fait en une seconde, hein, parce que ça, j'ai oublié de le préciser. Mais bien évidemment, tout ça, ça peut se faire en quelques secondes. Mais il y a d'autres avantages. En fait, là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on donne la possibilité à tous les pays qui ont eu un léger retard dans leur développement, donc les pays africains, sud-américains, etc., de pouvoir finalement avoir un cadastre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces pays qui ont été spoliés par les mafias, par les policiers, etc., qui du coup ne peuvent pas prouver leur terrain parce qu'il n'y a pas de régie, il n'y a pas de registre notarié dans ces pays-là, et grâce à la blockchain, ces gens-là peuvent enfin avoir le droit à la propriété. Alors peut-être que c'est une application qui est un peu loin pour vous, et peut-être que vous ne vous rendez pas compte de l'impact énorme que ça a pour ces gens-là, mais si vous voulez vraiment vous en rendre compte, vraiment, documentez-vous sur tous les projets qui sont liés au cadastre, notamment en Afrique. Vous savez, la blockchain,
va révolutionner énormément de choses. Et vous allez découvrir cette semaine à quel point ça va révolutionner votre trading, à quel point ça va révolutionner vos investissements, votre manière de générer l'argent. Mais vous allez voir aussi à quel point ça va révolutionner la vie des gens qui ne sont pas bancarisés, à quel point ça va révolutionner la vie d'énormément de choses.